un super travail, une vie sociale bien remplie, une famille aimante et des amis incroyables. Mais tout a basculé suite à la rencontre qui a changé ma vie. Et pour cause. Au début, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. En effet, il semblait parfait. Mais avec le recul, je me dis qu'il était bien trop parfait pour être sincère. Enfin bref, les mois sont passés et tout se passait bien jusqu'à ce que je tombe enceinte. Et malgré le fait qu'il m'avait dit être ravi d'être à nouveau père, c'est à ce moment-là que son comportement a changé. Donc on imagine évidemment que c'est une rencontre amoureuse. Au début, c'était pas grand-chose, juste des remarques désobligeantes et injustifiées par-ci par-là. C'était très occasionnel. Et de ce fait, je me suis dit que c'était le stress. Mais plus le temps passait, et plus les remarques devenaient méchantes et rapprochées. Ça passait du bouge-toi, tu fous rien, alors que je m'occupais des enfants, plus de ma grossesse car j'avais pris beaucoup de poids, à tu vas exploser tellement t'es grosse. Et à ce stade, vous vous dites, mais pourquoi je suis pas partie? Mais au début, je pensais naïvement que ce ne serait que passager, qu'il était stressé de bosser pendant que moi j'étais en arrêt à cause de la grossesse compliquée. Et quand la petite est née, c'est devenu pire. Mais le souci, c'est qu'il faisait en sorte à ce que je pense que je devenais folle. Par exemple, quand il me faisait une remarque et que je répondais, il osait dire que j'étais folle, que j'exagérais la situation, blablabla. Et petit à petit, il a commencé à me faire douter de moi-même. Et c'est là que les choses sont devenues infernales, car il a fait de moi un zombie qui pensait effectivement devenir folle. J'étais devenue l'ombre de moi-même, au point de tomber en dépression. L'enfer a commencé. Les insultes rythmaient mon quotidien, ainsi que les menaces, car si je partais, les services sociaux viendraient prendre la petite, car après tout, une dépressive ne peut pas s'occuper de son bébé. Bref, il me tenait, et j'étais bien trop faible pour penser correctement. C'était affreux. Il m'avait coupé du monde, et je me sentais misérable, au point de vouloir en finir tellement mon quotidien était insupportable. Il souriait quand il disait que je ferais un beau cadeau à ma fille si je me suicidais, que j'étais un boulet pour tout le monde, que j'étais une merde et plein de choses que j'ai oubliées inconsciemment. Mais un jour, il m'a traîné par les cheveux et m'a menacé de mort. Alors, j'ai eu un déclic. Poussé par l'adrénaline, j'ai eu un élan de force et je m'en suis allé avec ma fille. Pourtant, l'histoire n'est pas finie car en 2022, me voilà toujours en dépression avec un état de déréalisation sévère, suivi par un psy. L'incapacité d'avoir une vie normale. Et tout ça pourquoi? À cause d'une rencontre. Alors, prenez soin de vous et faites attention à qui vous donnez votre cœur, car vous pouvez le payer très très cher. Une histoire malheureusement loin d'être rare à mes yeux, une courte histoire pour la première histoire, mais qui valait le coup à mes yeux. Encore une fois, tout est à mes yeux. On passe tout de suite à la deuxième histoire, mais effectivement oui, faites attention. Je fais
appli sur laquelle on ne trouve que des plans cul, ce que je ne savais absolument pas à ce moment-là. À savoir que apparemment, je plaisais pas mal aux autres hommes déjà à ce moment-là. Je faisais beaucoup de sport, tout ça, blablabla, mais je me rendais pas compte du tout. Pour moi, me réveiller le matin avec 800 notifs de messages de cette appli, c'était normal. J'étais très naïf, très innocent, très gentil et peut-être un peu aveugle. Alors, quoi de plus normal quand je reçois un message d'un pur BG un matin? Je suis comme un ouf. Je parle avec lui pendant plusieurs jours. On s'envoyait des photos, j'étais aux changes, ça matchait de dingue entre nous. Ce qui ne m'était jamais arrivé avec un mec. Parce que, petit détail, je me suis découvert homosexuel à 18 ans, du jour au lendemain, sans rien demander à personne. Alors, rencontrer un premier mec avec qui ça se passe bien, ça, c'était une vraie dinguerie. Au bout de 2 semaines, on décide de se rencontrer. Enfin. Il m'envoie donc son adresse. Il vivait à Colombes, dans les beaux quartiers pavillonnaires, avec des belles maisons individuelles, tout ça, tout ça. Du coup, je débarque et je passe devant toutes les maisons plus belles les unes que les autres. Et je me dis au fond de moi que je suis grave gêné d'aller chez quelqu'un d'aussi riche pour passer par 4 chemins, pour éviter de passer pour un homme vénal. Bref, je passe devant toutes les maisons et là j'arrive devant le numéro indiqué sur l'adresse qu'il m'avait donnée et je tombe sur une ruine, un jardin. Enfin, c'était pas un jardin, c'était la forêt équatoriale et une maison invisible cachée derrière la végétation. Je fais donc le tour de pâté de maison et je me convainc au fond de moi que j'étais en fait au bon endroit. J'envoie un message à mon pur BG de 20 ans qui me répond tout de suite et qui me dit qu'il arrive. Et là, sort de la forêt un homme, la cinquantaine bien passée, vraiment pas beau, qui vient m'ouvrir le portillon branlant qui servait de barrière pour aller dans le jardin. Je me dis donc que cet homme doit sûrement être le père de mon BG et qu'il est à l'intérieur de la maison. Je tends donc avec un grand sourire ma main pour la lui serrer et il me fait agressivement la bise, tout sourire aux lèvres. Pas rassurant. Je suis donc très gêné. Le mec me dit de le suivre et on arrive devant la porte de la maison qui ne se trouve pas face à la rue mais sur le côté, au milieu des arbres et autres végétaux en tout genre, bien cachés de la vue de tout le monde. Il ouvre la porte dans un grand fracas. C'était une vieille porte lourde et très épaisse. Et j'entre. Et là, le cauchemar commence. La maison plongée dans un noir presque complet. Les fenêtres barricadées avec des planches clouées dessus de l'intérieur. Tellement de poussière qu'elle formait des toiles qui pendaient du plafond. Le sol défoncé, entièrement pourri. Les murs pareils. Et surtout, une odeur insoutenable qui pique les yeux tellement ça pue. Mais attention, pas une odeur comme si ça puait la merde, comme dans des chiottes publiques, non, non. Une odeur vraiment douteuse de choses organiques qui auraient pourri depuis pas mal de temps. À ce moment-là, 3 chats me foncent dessus en miaulant ultra fort. Ils étaient maigres et crasseux. Moi qui adore les animaux, ça m'a fait mal au cœur. Et pas en bonne santé. Tout ça s'est passé en seulement quelques secondes, où je décide instantanément de faire demi-tour, quand le mec ferme la porte avec moi dans la maison. Et je vois sur la porte un système de plusieurs verrous, fixés à l'arrache, avec en plus de la serrure classique, qui fonctionne très bien. Et le mec en ferme quelques-uns. Un escalier pour monter à l'étage, d'où vient la seule lumière, se trouve tout de suite à droite de l'entrée. Le mec me fait signe de la main pour m'inviter à monter en me disant « Ouais, c'est pas encore terminé en bas, mais
affaire à un gros fake. Mais là, ça dépassait tout ce que je pouvais imaginer. Je repère donc une toute petite chaise dans le coin de la chambre sur laquelle je m'assois très tranquillement. À savoir qu'à partir de ce moment-là, je passe en mode survie. Je fais des grands sourires et lui tape ma meilleure conversation de sa vie pendant plusieurs heures. À savoir que sous les apparences, je sais que je suis dans la merde, la maison est entièrement barricadée, et même si je suis un gros sportif, si le mec est armé en face, je fais rien du tout. Le mec est allongé sur le matelas pendant qu'on parle, et me dit un nombre incalculable de fois de venir le rejoindre sur le lit. Je refuse très poliment, et dans la conversation, je fais l'innocent. Le mec qui comprend rien, vraiment à la limite de l'attardement. Mais j'essaie de rester crédible jusqu'au bout. Au bout de 3-4 heures qui semblent interminables, je reçois un message de mon colocataire qui avait une sonnerie différente que toutes les autres notifs de mon téléphone. Je sors mon tel et lui dis: Putain, j'ai pas vu l'heure, faut que je rentre. J'ai une soirée ce soir, je vais être en retard. Entre nous, excuse claquée du cul. Et je prends mes affaires et dis au mec que je dois y aller maintenant et qu'on continue de se parler par message. PTDR. Et que de toute manière, on se reverra vite. Le mec descend avec moi devant la porte que j'essaie d'ouvrir parce que c'était pas des verrous classiques, c'était des systèmes bizarres qui avaient pas besoin de clé en mode tire la bobinette et la chevillette tira. Oh, ça fait longtemps que j'avais pas entendu cette expression. Et j'y arrive pas. Je lui dis et le mec tripote du bout des doigts les verrous et me dit attends, je vais chercher la clé. Il a mis 15 minutes, montre en main, à revenir. 15 minutes où je me suis demandé comment j'allais être cuisiné par ce fou qui vivait là-dedans, au milieu de cette odeur pestilentielle qui me brûlait les poumons. Du coup, il ouvre la porte en utilisant 3 clés différentes. Et je vois enfin l'extérieur. Je passe sous son bras avec lequel il ouvrait la porte, traverse la forêt qui lui servait de jardin et saute la clôture. Je me suis barré plus vite que la vitesse de la lumière jusqu'à chez moi. À savoir que ce mec m'a harcelé pendant des mois après cette rencontre, avec plein de numéros de téléphone différents, et des mois après il a arrêté. Et au fil du temps, à force de réfléchir, je me suis dit que ce mec ne devait pas être le propriétaire de la maison, parce qu'il n'avait pas utilisé de clé pour ouvrir la porte pour entrer dans la maison, mais qu'il en avait usé qui ouvrait des cadenas grossièrement fixés à l'intérieur sur la porte. La maison n'était absolument pas en rénovation, et je me suis dit que ça ressemblait quand même beaucoup à un squat. Et par rapport à l'odeur qu'il y avait à l'intérieur, je n'ai jamais ressenti une odeur pareille, sauf une fois. Et c'est la raison de ma panique des années après. C'était quand j'avais trouvé du gibier de chasseur en décomposition, en forêt. Sans m'en rendre compte, mon cerveau a fait le lien instantané avec l'odeur de la maison de Colombe. Et à ce moment, j'ai paniqué. Dans cette maison, ça sentait le cadavre. Et j'ai regretté de ne pas en avoir eu conscience sur le moment. Peut-être que j'aurais appelé la police tout de suite en sortant, ne serait-ce que pour vérifier que rien de grave ne s'était produit dans cette maison. Bref, l'histoire était longue, j'ai essayé de donner le maximum de détails pour bien vous refaire vivre la scène avec moi. En espérant que cette histoire complètement invraisemblable vous ait plu, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Nous aussi, on te souhaite une bonne soirée, même si tu ne verras jamais cette vidéo. Quelle histoire! Très chouette cette histoire, plus longue que la précédente, vraiment chouette. Let's go, c'est parti pour la 3e histoire, qui s'intitule Désormais, j'habite en ville. Hello! Alors, je m'appelle Rose, j'ai 23 ans et j'habite en Nouvelle-Aquitaine. L'histoire s'est passée il y a bientôt 10 ans et j'avoue que je m'en remets pas encore vraiment. J'habitais à Paris jusqu'à mes 11 ans et par amour, ma mère a déménagé en Nouvelle-Aquitaine pour vivre avec mon beau-père et ses 2 enfants. Fun fact,
accéder à la maison, c'est-à-dire que c'était une maison en impasse. Autour de notre maison, nous avions environ 100 hectares de forêt, et la maison la plus proche se trouve à presque 1 kilomètre. C'est une vieille maison charentaise qui était à la base une ferme, donc elle est tout en long et fait environ 250-300 mètres carrés. Elle a pratiquement 200 ans, donc tout grince dans la maison. Des escaliers au plancher à l'étage, mais on est habitué. À l'époque, on fumait des joints et on s'est dit qu'on allait se mettre dans le lit, qu'on allait fumer un joint et que chacun irait dans sa chambre une fois le joint fini. Sauf que le fils de mon beau-père, le plus jeune d'entre nous, avait oublié son téléphone en bas. Et du coup, on est redescendu pour aller le chercher. Environ 5 minutes après, c'est mon téléphone qui sonne. Et c'est le petit frère qui nous appelle. Donc on décroche, on lui demande pourquoi il nous fait chier clairement à nous appeler alors qu'on est juste au-dessus. Puis, il raccroche. Du coup, on lui envoie un message pour savoir ce qui se passe. Et pourquoi, si c'est une erreur. Et directement après, on reçoit un message qui nous dit surtout ne parlez pas. On s'exécute sans vraiment trop savoir pourquoi, mais on continue à chuchoter un peu. Puis, environ 2 minutes après, il nous demande de regarder discrètement par la fenêtre de l'étage s'il y a bien quelqu'un sur la terrasse dehors. Au début, on se dit qu'il se fout vraiment de nous. On avait regardé un film d'horreur le soir même, on s'est dit qu'il voulait juste nous faire un peu peur pour nous faire chier. Donc on lui envoie un message en lui disant ah ah, très drôle, et ça s'arrête là. Sauf que 1 minute après, on entend un énorme bruit qui provient de dehors. Et là, on voit 2 mecs sur notre terrasse, dont l'un avec un couteau, genre hachoir de cuisine. Puis ils se mettent à hurler, et l'un d'entre eux va dire une phrase qui me glace encore le sang aujourd'hui. Je te jure qu'hier ils étaient là. J'ai vu la lumière depuis la forêt. Et on aurait pu les avoir tous les trois, et même plus. Le petit frère, qui s'était caché aux toilettes au rez-de-chaussée, qui n'avait pas de fenêtre, en allant chercher son téléphone, y est resté toute la nuit, et a fini par s'endormir, tout comme nous, cachés à l'étage. Le lendemain, en se levant, nos portes avaient des traces de tentatives d'effraction. Nous avons appelé la police, ainsi que nos parents qui sont rentrés illico. Ils n'ont évidemment jamais retrouvé les hommes à l'origine de ça, puisqu'on était en pleine campagne, donc pas de caméra. Ce qui est con, sauf si t'habites une maison en pleine campagne, autant mettre des caméras. À la suite de ça, ils ont donc fait mettre des caméras, voilà, je suis un génie, autour de la maison, et dès l'entrée du chemin, pour y accéder. Personnellement, j'en ai fait des cauchemars pendant des années, et encore des années. Et j'ai dormi avec la plus aînée d'entre nous pendant un certain temps, ce qui a fini par m'aider. Puis nos parents ont fini par se séparer, et je dois dire qu'aujourd'hui, je suis heureuse d'habiter en ville avec des caméras de surveillance partout. Quel monde de fou! C'est la fin de cette histoire. Et effectivement, quel monde de grand malade mental dans lequel on vit. Mais peut-être par un curieux hasard que le fait d'écouter des séries d'horreur nous éduque, nous les passionnés d'histoires qui font peur. Et peut-être que si un jour on
sèchement que oui on l'a, et qu'il n'est pas si naze comme on le dit. Là, il y a un blanc. Le bus arrive, elle monte dedans. Le mec aussi, rien d'anormal, même si sur le moment, Laura m'avait paru bizarre. 2 jours passent. Laura ne vient pas en cours. Je me dis qu'elle est tombée malade. Ça arrive, avec le froid qu'il fait, on chope rapidement la grève et j'avais pas de téléphone ou quoi pour pouvoir discuter avec elle. Donc arrive vendredi soir, dernier jour de cours avant les vacances. Je finis à 17h30. Déjà ça me fait chier, parce que je finissais tard et en plus mon prof de maths m'avait demandé pour parler en fin de cours à cause des mauvaises notes que j'avais eues aux 2 derniers contrôles. Les maths, c'est pas mon fort, ça n'a jamais été le cas et ça ne le sera jamais. Je sors donc bien 10 minutes après tout le monde. J'ai évidemment raté mon bus qui passait à 17h45. Je marche en direction de mon arrêt et je m'assois à l'arrêt où j'étais avec Laura parce qu'il est couvert par un abribus et que le mien c'est un simple panneau sans banc, ni toit. J'avais la flemme d'attendre debout un quart d'heure. J'entends alors une voix. Alors, c'est Monsieur Thomas qui t'a gardé plus longtemps. Je me retourne et je vois enfin ce même mec que mercredi dernier. Je me dis, ok, il est juste super sociable, rien de bizarre, vu comment Laura lui a parlé l'autre jour. Je vais être gentil et je vais faire un peu la conversation avec. Mais en regardant, je remarque que c'était pas du tout un étudiant de 14-15 ans, mais plutôt un mec d'au moins 30 ans. Il est super bien habillé et bien coiffé, sans sac de cours ou autre, non, avec un début de barbe. Je trouve ça super bizarre, mais je fais comme si de rien n'était. Je continue la conversation. On parle des profs et il reconnaît directement de qui je parle quand je prononce les noms. Pour essayer de le duper, j'ai même essayé de faire une faute sur un nom de prof et il m'a corrigé. Je me suis juste dit que j'étais folle et que c'est probablement un simple surveillant, ce qui explique qu'ils connaissent le nom de mes profs. Je vois au loin mon bus qui arrive et je lui dis bon bah salut, je vais prendre mon bus. Et il me dit ah tu vas à nanana, le nom de ma ville. C'est drôle, je vais voir un ami là-bas. Il traverse la route et me suit pour emprunter le même bus que moi. J'avoue que sur le moment je me suis dit oula, il y a une couille là. Le mec mercredi prenait le même bus que Laura et là comme par hasard il va dans le même bus que moi. Mais bon, ok, c'est probable. Je mets quand même un petit doute dessus. Pendant le trajet, je commence à réfléchir aux éventuelles possibilités que ce mec soit un psychopathe. Et je me dis que j'ai 20 minutes de bus pour mettre en place un plan. Je sais qu'aucun de mes 2 parents n'était à la maison au moment où j'allais rentrer. Donc, c'était la merde. J'avais pas de moyen pour prévenir qui que ce soit de la situation. J'étais seul. Et c'était horrible, parce que même si j'avais un mauvais feeling, je pouvais pas aller accuser quelqu'un à tort. Si je commençais à l'accuser sans raison apparente, les gens m'auraient littéralement prise pour une gamine folle. Donc, je n'ai rien dit. On approchait peu à peu de mon arrêt. Et après cet arrêt, je devais traverser un petit bout de ville avec des immeubles, puis prendre un chemin très peu éclairé pour atteindre la zone pavillonnaire. Je descends du bus. Il descend aussi par les portes arrière, et là je me retourne. Je le regarde. Il me sourit avec un regard vide. Après 7 ans, je peux vous dire que son regard me traumatise encore. Je commence à marcher vers les immeubles. Je pleure, sans contrôler mes larmes. Littéralement, je sens mes larmes couler sur mon visage à flot. Je croise des gens qui me voient en sanglots, mais qui ne prêtent aucune attention. J'arrive devant un immeuble, et il y a un groupe de gars d'une vingtaine d'années assis dans les marches,
son tour ce qui s'était passé. Je n'arrive qu'à lui sortir des brides de ce que j'avais vécu. Assez pour qu'il devienne fou de rage, prenne son manteau habillé de sa djellaba et un couteau de cuisine et me demande de le suivre pour lui montrer la maison. Mais, étant beaucoup trop traumatisé et arrivant à peine à parler, je lui ai dit: C'est la maison dépravée au coin de rue. Après ça, la police est arrivée. Elle a pris ma déposition et je n'ai plus jamais eu de nouvelles des enquêteurs ni de mes parents. Enfin, par rapport à cette histoire du coup. Voulant m'éviter un autre traumatisme. Le traumatisme a été si grand que j'ai terminé l'année scolaire à domicile. Puis on a déménagé, pour d'autres raisons. 10 ans plus tard, mon père a fini par me dire toute la vérité. En fait, il est bien arrivé devant la maison de l'homme et la porte de l'entrée était entr'ouverte. À l'intérieur de la maison, tout était sombre et en désordre. Il n'y avait qu'une petite musique qui sortait d'une radio. Mon agresseur avait pris la fuite, mais les policiers ont fini par l'arrêter. Cet homme avait été incarcéré pour agression, séquestration d'enfants et pédopornographie. Et il avait eu une liberté conditionnelle pour bonne conduite. Il est donc retourné en prison et a vu sa peine augmenter. Fiou, ça m'a pris au moins 2 heures d'écrire ce texte, car à chaque fois que je me remémore ça, j'ai son visage et son rire qui me viennent en tête. Merci de m'avoir lu jusqu'ici. Et bonne soirée. Et bah écoute, bonne soirée à toi. Waouh, 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 quelle histoire. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Juste avant de partir, je voulais simplement prendre peut-être 2 minutes pour vous remercier. Parce que voilà, j'ai cru comprendre que les vidéos longues vous plaisaient. Alors, j'y vais, je continue. Mais je voulais vous remercier parce que on est 180, on va certainement atteindre la barre des 200 abonnés avant la fin de janvier. C'est de la folie, ça me rend juste tellement heureux. Et à côté de ça, vous êtes toujours là à me soutenir de manière bienveillante, à m'envoyer des messages dans les commentaires, à parler avec moi. Je commence à vous connaître tous un par un, bien sûr, ceux qui commentent, hein. Que ce soit Syria, que ce soit Sandrine, que ce soit toujours évidemment notre bon vieux Jojo, tout le monde. Et merci à vous. Merci à vous de le faire, merci à Clarisse d'être là, merci à Louison de commenter mes vidéos. Merci, j'en oublie certainement, mais je vous connais, je vous réponds et je ne peux que vous remercier de votre présence pour moi. Merci de partager ma chaîne, merci de me donner de la visibilité, de l'exposition. Merci à Lévio, il y en a quelques-uns qui me reviennent en tête comme ça. Je ne peux que vous remercier et du fond du cœur. Voilà. Sur ce,